Donc aujourd'hui, on va changer de direction et changer aussi de type de ville, au moins en partie, car donc c'est mon intention de traiter une série de villes qui forment pour beaucoup d'historiens, surtout les historiens de l'économie, presque un prototype qui a beaucoup à voir donc avec l'histoire de la modernité. Et voilà, donc, on va commencer ici, à Anvers. Donc, Anvers a été pendant très longtemps, pendant tout le XXe siècle en tout cas, si on regarde les grands livres portant sur le rapport entre ville et capitalisme, toujours un exemple très important. On peut revenir vers des travaux des historiens de Pays-Bas comme Van Houte. Si on prend par exemple les 3 volumes de Brodel que j'ai maintes fois cités, on prend toujours Anvers comme soit un centre très important en tant que tel, soit un exemple très important dans une série. Et bien sûr, tout cela a à voir avec l'idée que, en quelque sorte, les Pays-Bas seraient le berceau du capitalisme, en quelque sorte, idée très, très répandue, idée qui a eu plusieurs incarnations, la dernière étant la version donc, de l'historien néerlando-américain Jan de Vries, qui a donc présenté ça dans une série de livres sur la question donc de ce qu'il appelle la révolution industrieuse, Industrial Revolution, plutôt que la révolution industrielle. Et alors là, l'histoire commence normalement soit avec Anvers, soit avec ce couple très connu, c'est-à-dire Bruges et Anvers. Donc l'idée étant que c'est cette ville donc, qui se trouve sur la fleuve de Schelde et qui est donc en partie, bien sûr, une ville pas seulement fortifiée, mais qui a ici cet aspect caractéristique qui est la forteresse d'artillerie, comme ça a été décrit par exemple par Jeffrey Parker dans son livre célèbre sur la révolution militaire. Et c'est une ville donc qui est connue pour avoir joué un rôle, pas seulement par rapport aux Pays-Bas, mais aussi comme point d'échange dans un réseau beaucoup plus vaste, en allant de l'Angleterre à la péninsule ibérique, parce que les Portugais, par exemple, étaient très présents à Anvers pendant tout le XVe siècle. Il y avait une feitorie des Portugais là-bas. Il y avait le commerce aussi avec l'Italie. Les Italiens étaient un élément très important. Déjà, par exemple, à Bruges, on connaît cette histoire d'un grand marchand de Bruges qui a été célébré dans des ouvrages de Jacques Ers, qui s'appelait donc Adorno, qui a fait un texte autobiographique très intéressant portant sur ses voyages, par exemple, en Terre Sainte. Donc, ce qui est considéré comme un point de repère, pas seulement pour les Pays-Bas, mais pour les pays du Sud, pour les pays comme l'Angleterre, mais aussi, c'est aussi lié, bien sûr, avec la Hanse, avec les villes baltiques. Et donc, c'est aussi une ville qui est célébrée parce que c'était peut-être pas la naissance absolument, mais une des villes où ces institutions qu'on a souvent tendance à associer avec la ville moderne, la modernité, a pris forme. Premièrement, donc, c'est une ville où on a ça, on a la bourse. Donc, beurs en flamand, bourse. Ici, ce plan étant donc en latin, on trouve une version un peu différente. Et puis, c'est aussi une ville qui est caractérisée par une autonomie relative. Pas totale, parce que la ville se trouve toujours insérée dans un système politique plus large et qui deviendrait donc un système politique extrêmement large. On le sait
à partir du moment quand Charles Quint devient donc roi d'Espagne. Et puis, il est donc, Anvers à ce moment-là fait partie d'un royaume et d'un empire qui va de Naples jusqu'en Allemagne et puis qui va finalement aussi toucher les Indes occidentales notamment. Et là, par exemple, on trouve des rapports entre Anvers et l'Amérique, qui était un aspect très intéressant des années 1520-1530, quand les Anversois seront présents, par exemple, tout d'abord au Mexique et plus tard même dans l'Amérique du Sud. Alors donc, c'est une ville où il y a cette institution, une institution économique bien sûr, mais aussi une institution sociale, d'interaction sociale. Et puis, il y a cette autre institution qui est en quelque sorte cruciale, qui est l'hôtel de ville, là où il y a les représentants de la ville. Et il y a donc toujours un débat autour de cette question de savoir quel niveau d'autonomie était présente finalement dans cette ville. Est-ce que les Anversois, en réalité, jouissaient de plus ou de moins d'autonomie par rapport aux gens de Bruges au siècle d'avant, c'est-à-dire au XVe siècle? Mais en tout cas, ça représente en quelque sorte un premier départ. Mais c'est aussi un départ qui est souvent pris comme représentant en quelque sorte la ville qui est le prototype de la ville qui est normalement considérée comme le plus important pour décrire ce moment d'un capitalisme en naissance à l'époque moderne. Et ça, c'est bien sûr Amsterdam. Donc Amsterdam qui est souvent décrit comme la troisième partie de ce triptyque qui va de Bruges, donc Bruges qui est lentement abandonné en faveur d'Anvers, et puis on passe d'Anvers à Amsterdam. Et il y a bien sûr une bibliographie énorme portant sur Amsterdam. Je vais revenir sur certains éléments de cette bibliographie, mais par exemple, souvent Amsterdam est posé dans un cadre comparatif où on compare Amsterdam avec d'autres villes. Donc, comme je vous ai dit, Anvers, ça c'est une possibilité, mais il y a aussi ce livre assez connu de l'historien anglais Peter Buck qui a fait la comparaison entre ces deux villes qui sont en quelque sorte assez typiques d'un certain type de cité politique de l'époque. Venise qui est déjà en déclin au moment de la croissance d'Amsterdam, et en quelque sorte, il y a une espèce de jeu de miroir possible entre ces deux villes. Alors donc, vous voyez, on est toujours dans ce petit coin du monde. On commence avec Bruges, on passe à Anvers pour finalement arriver à Amsterdam. On peut beaucoup dire sur Amsterdam, mais on peut s'arrêter juste un instant pour avoir une petite idée des chiffres. Donc, remarquons que Anvers, quant à son apogée, était une ville qui était quand même beaucoup moins importante qu'Amsterdam. Donc, vers le milieu du XVIe siècle, Anvers avait une population d'Anvers 100 000. Mais puis, il y a eu déclin dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et ça c'est lié bien sûr avec les conflits, c'est lié avec les débuts de la guerre hollandaise, c'est aussi lié avec les guerres religieuses et avec la présence, bien sûr, et ça c'était toujours une question assez débattue, du duc d'Alba, qui a joué un rôle majeur pour changer un peu le paysage d'Anvers. Et puis, vous voyez que par la suite, il y a eu une petite croissance. Ça, c'est le moment le plus bas, à peu près dans les années 1580. Puis, ça remonte lentement, pas beaucoup, pour atteindre à peu près 65 000, donc à la fin du XVIIe siècle. Donc, si vous voulez, Anvers, c'est une ville qui a eu son moment de gloire, pour ainsi dire, au 16e, à la fin 15e, début 16e, puis une chute qui correspond plus ou moins au moment quand il y a, par contre, le décollage d'Amsterdam. Et ça explique un peu le schéma dans lequel on traite souvent ces deux villes. On a parlé de ça comme une espèce de course et passage de bâton dans une course.
Là, il y a Anvers en déclin qui passe le bâton à Amsterdam, qui décolle par conséquent. Je vais revenir sur cette idée, mais là, vous voyez Amsterdam, ville qui était fondée en tant que petit village probablement autour du XIIIe siècle. Et c'est une ville assez particulière, on le sait déjà par son nom. C'est basé sur les digues par le fait qu'on a donc récupéré des terres de la mer. Donc c'est le dam d'Amstel, Amstel étant la rivière, et donc qui commence, et les bâtiments publics les plus anciens d'Amsterdam remontent donc au XIIIe siècle, ce qu'on appelle le Oude Kerk, à ses débuts à cette époque-là. Mais au moment ici, quand les guerres de religion vont commencer dans les Pays-Bas, c'est encore une toute petite ville, qui a à peu près 20 000 habitants, pas plus que ça. Et donc, par la suite, le décollage, c'est vraiment à partir, disons, de 1600. Et le moment, ce qu'on appelle normalement dans l'historiographie hollandaise, c'est justement ce qu'on appelle la version stéréotypée, la Gouden Eeuw, le siècle d'or. Donc le siècle d'or, c'est justement ça, quand il y a l'expansion de 60 000 ici jusqu'à 200 000 là. Donc une expansion continue. Vous voyez que c'est surtout dans la première moitié du XVIIe siècle, mais ça va continuer tout le long du XVIIe, et puis on arrive à un apogée vers 1730, et le XVIIIe siècle, c'est un siècle un peu incertain. Ici, vous voyez donc la croissance d'Amsterdam. On est donc avec cette espèce de montée très rapide, et puis ces fluctuations qui vont continuer par la suite pendant le XVIIIe et même pendant le XIXe. Il y a une troisième histoire que je vais éventuellement raconter, mais plus rapidement, qui est une ville qui est plus à l'est, bien sûr, et qui, en quelque sorte, va décoller justement au moment quand il y a cette perte de vitesse à Amsterdam. Et ça, c'est la ville d'Hambourg. Parce que vous voyez que l'expansion d'Hambourg, c'est essentiellement une affaire du XVIIIe, qui commence à la fin du XVIIe et du XVIIIe, et c'est une ville qui va en quelque sorte prendre le relève. Il y a une quatrième partie, si j'ai le temps, je vais aussi développer cette quatrième partie-là. Alors donc, trois villes marchandes, en quelque sorte, trois villes qui ont été décrites à tort ou à raison comme des républiques marchandes. Mais quand on dit république marchande, on ne veut pas dire ça littéralement, parce qu'on sait que Anvers n'était pas une république stricto sensu. C'était toujours enveloppé en quelque sorte dans les royaumes et même dans les empires. Ça n'a jamais joui d'une notion de république dans le sens fort, comme on a vu par exemple dans le cas de Venise. Mais néanmoins, au moins métaphoriquement, on a tendance à traiter ces trois villes comme ces républiques marchandes. Alors revenons donc sur Amsterdam, une ville qu'on peut discuter avec force détail, surtout au XVIIe siècle, parce qu'on a une historiographie très, très importante portant sur cette ville. Une ville, donc, vous voyez, qui est à la fois un port donnant sur la mer, et puis il y a ces développements qui sont basés sur un système de canal qui passe plus ou moins dans cette partie-là, mais il y a même un système beaucoup plus large. Et puis, il y a les fortifications qui l'entourent, et ça, bien sûr, c'est le résultat du fait qu'on a cette guerre qui va plus ou moins d'une façon continue à partir des années 1570, et même si Amsterdam n'est pas beaucoup touché à partir de 1600, c'est quand même une ville qui a besoin de se défendre et qui se voit donc comme une ville forte, une ville fortifiée. Et de ce point de vue-là, en fait, qui va reprendre un certain nombre des éléments de l'identité d'Anvers. Il y a un livre très important qui est sorti pas si longtemps que ça sur ces trois villes, et je vais passer un peu de temps à discuter les thèses de ce livre. C'est le livre de l'historien néerlandais Oscar Gelderblom. Et c'est un livre qui s'appelle donc Les villes de commerce, Cities of Commerce, les fondations institutionnelles du commerce international dans les Pays-Bas, 1250-1650. Donc Gelderblom, qui est professeur à Utrecht, si je ne me trompe pas, développe dans ce livre une thèse forte portant sur le rapport entre les trois villes, donc Bruges, Anvers et Amsterdam. Et son idée, c'est que
souvent, surtout dans le cadre de l'histoire de l'économie, on a insisté sur deux aspects quand on parle du rapport entre capitalisme et marchand. Donc, il y a une thèse qui est associée avec le prix Nobel d'économie Douglas North, où on parle de l'établissement des idées de propriété privée, et surtout par rapport à l'émergence d'un certain type de royaume à la fin de l'époque médiévale. Donc là, l'idée, c'est que c'est surtout le royaume comme type qui protège les droits, et les droits surtout des capitalistes naissants, qui est en quelque sorte la clé du développement de l'Europe occidentale. Ça, c'est la première thèse. Il y a une deuxième thèse qui est surtout associée avec un autre historien de l'économie, Avner Greif, qui insiste beaucoup plus sur l'idée des réseaux marchands et le fait qu'il y a des réseaux marchands qui sont capables de se développer sur des bases ethniques. Donc là, on n'est pas en train d'insister tellement sur les royaumes, mais surtout sur en quelque sorte les réseaux qui ont à voir avec les identités ethniques telles les juifs séfarades, les arméniens ou d'autres. Et puis, il y a Helderblom qui insiste que pour lui, il faut insister sur un troisième élément qui n'a pas été pour lui assez souligné dans ces deux autres versions, c'est les villes. Et il nous dit que pour comprendre l'essor du capitalisme en Europe occidentale, c'est les villes qui sont la clé, et pas seulement les villes en tant que telles, mais son idée, c'est que c'est la concurrence entre les villes qui est la clé de l'affaire. Donc, c'est l'idée qu'il y a une série de villes qui vont se mettre en concurrence les unes contre les autres, et c'est à cause de ça, c'est à cause de cette espèce de concurrence qu'on va voir le développement de certaines institutions. Donc, vous voyez les fondations institutionnelles. Et c'est quoi ces éléments? Premièrement, il nous dit que il est important que les villes jouissent d'une certaine autonomie. Donc la ville, pour lui, qui est une ville politique et dépendante, ne serait pas capable d'être le berceau d'un capitalisme. Première chose. Mais deuxièmement, il insiste beaucoup sur le fait qu'en quelque sorte, il faut avoir des populations marchandes fluides. Donc, des populations marchandes qui ne sont pas ancrées dans une ville, mais qui sont capables de bouger d'une ville à l'autre. Et puis, l'effet de la concurrence, c'est d'attirer les marchands. Donc, la ville qui est le plus capable de donner des conditions favorables aux marchands serait la ville qui va gagner, en quelque sorte, le concours. Donc, vous voyez que l'idée, c'est qu'il ne faut pas traiter d'une façon indépendante Bruges et Anvers et Amsterdam et Hambourg, mais en fait, il faut traiter tout cela comme un système, et dans ce système, il y a des éléments qui vont bouger en fonction de la capacité institutionnelle, juridique et autres, mais aussi, il faut dire, même s'il n'insiste pas beaucoup sur cet aspect-là, par exemple, la tolérance religieuse, c'est aussi un aspect sur lequel on peut quand même penser. Donc, ça, ce sont des éléments qui vont donc assurer à un moment ou à un autre la capacité d'une ville de triompher sur les autres dans sa capacité donc, de protéger les marchands et par la suite donc, donner les conditions possibles pour la naissance d'un certain type de capitalisme marchand. Voilà, donc ça c'est une façon de voir les choses. Et juste pour marquer un peu le contraste, je voudrais quand même mentionner l'existence d'autres livres. Par exemple, ici un livre qui est un ouvrage collectif dirigé par Mogens Hansen. Et là, il fait une espèce de vaste comparaison transhistorique de ce qu'il appelle city-state, les cultures des villes-cités. Mais pour lui, la ville-cité, c'est une espèce de forme transhistorique qu'on peut trouver dans le monde ancien, qu'on peut trouver dans l'Amérique avant l'arrivée des Européens, qu'on peut trouver par exemple en Inde au premier cycle, au premier millénaire avant Jésus-Christ, mais aussi c'est quelque chose qui peut exister à l'époque moderne. Donc pour lui, vous voyez, cette idée de ville-cité, c'est quelque chose qu'il faut en quelque sorte distinguer entièrement de cette histoire de la modernité ou du capitalisme. Donc c'est une attitude totalement différente par rapport à Helderblom, qui a envie vraiment de situer cette espèce de ville dans un contexte très particulier, un contexte qui est à la fois très européen et aussi
très lié avec l'histoire de la modernité. Alors, donc, revenons à Amsterdam. Pour Gelderblom, donc, le triomphe d'Amsterdam, ça s'explique comment? Ça s'explique pour lui parce que Amsterdam, disons entre 1580 et 1650, était capable de donner des conditions pour des marchands et pour d'autres villes, par exemple, Anvers n'était plus capable de fournir. Et c'était comment est-ce qu'il fait pour démontrer ça? Par exemple, il nous démontre, avec force détail, ça c'est en reconstituant avec beaucoup d'attention les biographies de presque tous les marchands qu'on peut trouver à Amsterdam à cette époque-là. Et il nous démontre quoi? Il nous démontre, par exemple, qu'il y avait beaucoup de marchands venant du sud des Pays-Bas, et notamment d'Anvers, pas seulement d'Anvers, mais particulièrement, qui sont installés à Amsterdam entre 1578, par exemple, et 1609. Il y a même des gens très jeunes, donc ça veut dire que ce n'est pas seulement les marchands établis et âgés qui ont changé de résidence, mais même les gens relativement jeunes. En fait, il y a même une prédominance des gens qui ont moins que 30 ans qui ont fait ce mouvement. Et puis, il nous dit que, comme résultat, vous voyez qu'en 1585, si on regarde les marchands d'Amsterdam, 75% des marchands d'Amsterdam venaient de la ville même. Mais puis, on passe à 1609, c'est que 40% qui vient de la ville même, et il y a donc ces autres éléments, bien sûr, quelques Portugais, on va revenir sur ça, parce que Portugais ici, ça veut dire juif séfarade. Hein? Et puis, il y avait quelques Allemands, des gens venant d'autres villes dans les Pays-Bas, mais il y a aussi cet aspect très important, les 35% des gens qui viennent donc du sud, qui veut dire essentiellement d'Anvers. Alors pourquoi? Pourquoi il y aurait eu cette espèce de mouvement de gens entre les deux villes? Il nous dit qu'en effet, c'est parce que, tout d'abord, il y avait une série d'opportunités à Amsterdam. Par exemple, Amsterdam donnait la possibilité d'un investissement dans le commerce des Indes. Donc vous voyez ici, c'est les investissements dans la VOC, dans la Compagnie unie des Indes orientales des Néerlandais, qui a été fondée en 1602. Et donc vous voyez qu'il y avait quand même une participation importante de ces gens venant d'Anvers dans ce genre de commerce, mais surtout, il nous propose qu'il y avait tout d'abord un système d'une espèce de partage dans le travail entre Anvers et Amsterdam. Donc, il y avait, on pouvait créer des compagnies de collaboration entre les deux villes. Ça commençait comme ça, il y avait des gens qui partageaient un peu leur travail entre les deux villes, mais progressivement, donc, Amsterdam a pris le dessus, et surtout, ça a donné la possibilité de fonctionner avec plus de sécurité. Ça veut dire, il y avait bien sûr une situation de guerre beaucoup plus poussée à Anvers qu'à Amsterdam à cette époque-là. Il y avait beaucoup plus de problèmes d'iconoclasme tout d'abord, mais puis des mouvements contre les protestants à Anvers. Mais puis il y avait aussi le fonctionnement des institutions de base sur lesquelles on va revenir. Et donc pour lui, on peut en quelque sorte jouer tout cela comme si on est en train de voir deux pôles d'attraction et les marchands qui ont la possibilité de se balader entre ces deux pôles. Et finalement, c'est Amsterdam qui va gagner en attirant ces marchands de plus en plus d'Anvers qui vont venir donc s'installer à Amsterdam. Alors, c'est quoi donc ces institutions? Qu'est-ce qu'Amsterdam finalement avait à offrir à ces marchands et à des marchands en général? Parce que vous voyez que ce n'est pas seulement des gens d'Anvers, mais aussi d'ailleurs dans les Pays-Bas. Il y a bien sûr l'institution qui vient, on a déjà vu le rôle que ça joue. Il y a donc l'hôtel de ville. Il y a l'importance de ces institutions municipales. Et ces institutions municipales qu'à Amsterdam ont une espèce de poids que finalement ils n'ont pas à Anvers, parce que le contrepoids qui est fait dans le cas des Pays-Bas, c'est fait par deux institutions qui sont présentes mais relativement faibles, c'est-à-dire la Maison d'Orange, qui n'est pas une vraie maison royale,
qui était une maison relativement faible, et donc l'office de Stadthalter étant relativement faible, ils n'avaient pas la possibilité de dominer les villes comme c'était possible. Par exemple, quand on voit le rapport entre les Habsbourg et une ville comme Anvers. Mais il y avait aussi la deuxième chose, c'est-à-dire les États généraux des Pays-Bas. Et là, on avait quand même la possibilité d'infiltrer cette institution. Donc, ce n'était pas une institution qui jouait contre la ville, parce que la ville était parfaitement capable de manipuler en quelque sorte aussi cette institution. Et bien sûr, on a l'avantage avec Amsterdam que tout cela, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on peut récupérer en utilisant des documents écrits. On a toute la peinture néerlandaise pour documenter ça. Donc là, vous voyez le port et une petite présence qu'il y a dans cette place de la famille royale, mais derrière ça, il y a quand même le Stadhuis qui est plus important. Et puis, on a donc dans les grandes peintures de l'époque, surtout dans les intérieurs d'Emmanuel de Witte, on a donc toutes ces institutions qui vont jouer un rôle capital. Ici, c'est l'intérieur de la Bourse d'Amsterdam. Donc, encore une fois, une institution qu'on a pris d'Anvers, mais qu'on a transformée, et qu'on a transformée de sorte telle que ça devient donc la bourse la plus importante de l'Europe vers 1650, et ça va rester quand même une institution très importante, pas seulement pour les Néerlandais, mais pour les gens venant d'ailleurs. C'est une peinture assez amusante, ça, parce que si on regarde de près, ce qu'on ne peut pas faire ici, on voit qu'il s'est efforcé pour démontrer la variété des gens qui étaient à l'intérieur de la bourse, c'est-à-dire les types sociaux différents, les vêtements différents, etc., pour en effet insister sur l'aspect cosmopolite en quelque sorte de la bourse en tant qu'institution. Il y avait la possibilité de rentrer dedans et d'y participer. Alors, les structures de pouvoir donc à Amsterdam, il faut voir en fait à la fois jusqu'à quel point c'est original et à quel point aussi ça se démarque d'Anvers. Donc, à la tête de la ville, on a le conseil de la ville, le Vroedschap, où il y a 36 membres, ce qu'on appelle les Schepenen, et il y a bien sûr tout cela et se croise et c'est lié avec un petit réseau de familles d'élite, ce qu'on appelle les regenten ou les regeerders. Et ça, c'est une élite qui n'est pas entièrement fermée, mais qui est relativement en fait étanche. Et ça, c'est aussi important parce qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que tout cela, ça veut dire que c'est une ville très démocratique. Loin de ça. Alors, donc, ces regenten, ce sont des espèces de... C'est une oligarchie. Un groupe de familles qui dominent, et je vais revenir sur leur domination. Ils dominent par exemple l'office de maire, de burgemeester. Ça circule entre ces familles. C'est toujours à peu près les mêmes familles, où on a même une expression pour ça, pour dire que chacun va donc, c'est le tour de X, le tour de Y. Bien sûr, il y a des élections, mais ce sont des élections complètement truquées. Ce n'est pas seulement à Amsterdam qui sont truquées, mais voilà que ça, c'est quand même un endroit où on faisait ce genre de choses. Et puis, il y avait aussi, à partir de ça, la question de devenir actionnaire. Actionnaire dans quoi? Dans les compagnies de commerce. Surtout la compagnie orientale, mais aussi la compagnie occidentale, qui est moins importante. Parce que même si on avait des actions, et en principe, ces actions étaient achetables, en réalité, elles n'étaient pas achetables par tout le monde. Donc, en quelque sorte, il y avait déjà des espèces de factions qui étaient là, présentes pour acheter des choses. Et donc, comme ça, on devenait ce qu'on appelait bevelhebber, ou actionnaires. Et puis, parmi ces bevelhebber, il y avait des gens qui devenaient plus importants, qui étaient donc devenus directeurs. Ça veut dire, comme la Compagnie des Indes, par exemple, avait un conseil de 17 seigneurs, comme on les appelait, les Heren 17. Ces gens-là étaient donc aussi les mêmes qui rentraient dans le conseil de la compagnie. Donc, vous voyez, on jouait tout au même temps. C'est-à-dire, on était membre de la compagnie, on était maire,
on détenait aussi d'autres positions. J'avais parlé il y a 3 ou 4 ans de quelqu'un qui est très connu à Amsterdam à la fin du XVIIe, qui s'appelle Nicolas Witsen. C'est un exemple de ça. Je vais revenir sur d'autres. Et bien sûr, pour les gens qui ne pouvaient pas appartenir à ce genre d'élite, il y avait des postes plus bas. Hein. Donc, par exemple, ce qu'on appelait Wijkmeester, ou chef de milice. Et ça, vous voyez, c'est le genre de personnage qu'on voit dans le célèbre tableau de Rembrandt. Hein. Donc, ces gens qui participaient dans les milices, et ça, c'était, si vous voulez, une caste un peu plus basse, c'est-à-dire les gens qui ne pouvaient pas vraiment rentrer dans ce genre de niveau-là de participation dans la ville. Et là, vous voyez un peu les grands bourgeois. Hein. Et là, c'est bien sûr les gens qui sont liés avec le commerce des draps, et donc c'est toujours un Rembrandt. Il y a présent quelques éléments exotiques dans cette peinture, comme peut-être des tissus importés de la Perse. Hein. Mais vous voyez que c'est aussi une célébration de la vie de ces gens qu'on trouve justement dans ces peintures de l'âge d'or des Pays-Bas. Ces gens qui se trouvaient suffisamment importants pour avoir des portraits à cette échelle, donc peints d'eux-mêmes. Alors, bien sûr, il y avait la religion dans la ville. La ville était calviniste, mais la ville aussi affichait une certaine tolérance. C'est un élément qui revient chez Gelderblom, c'est-à-dire un des avantages qu'il y avait Amsterdam par rapport à d'autres villes concurrentes, c'est-à-dire c'était le fait qu'il avait donc la possibilité, bien sûr, parfois il fallait payer une certaine somme d'argent, d'argent de capitation, de protection aussi, si on appartenait à une communauté pas très orthodoxe. Bien sûr, il y avait des limites dans la tolération des Néerlandais. Il y avait certains sectes, par exemple, on sait même de protestants qui n'étaient pas très bien vus, mais néanmoins, c'était une ville qui avait la possibilité dans ces petits coins. Alors, bien sûr, là, on a les 2 grandes églises. À gauche, vous avez le Oude Kerk et là, le Nieuwe Kerk à droite. Et ces églises-là, bien sûr, sont des églises bien protestantes, pas du tout, beaucoup moins ornées que les églises catholiques auraient été. Et ça me fait toujours penser à une remarque d'un employé de la compagnie néerlandaise en Inde qui a dit au XVIIe siècle que nous sommes plus comme les musulmans que comme les hindous, parce qu'on n'aime pas toute cette décoration. Hein. Et donc, il faisait une comparaison entre les églises protestantes et les mosquées des musulmans, parce qu'elles n'étaient pas du tout décorées à l'intérieur. C'était une remarque qui ne plairait pas trop aux hommes politiques des Pays-Bas aujourd'hui. Hein. Alors, donc vous voyez cette présence de la religion, mais bien sûr, on sait qu'Amsterdam, au XVIe siècle, c'est aussi, bien sûr, la ville de Bento de Spinoza. Bento de Spinoza, originaire, bien sûr, comme dit son nom veut dire épineux, et de la péninsule ibérique, famille qui est passée par la France probablement, arrivée aux Pays-Bas probablement dans les années 1580 ou un peu plus tard. Il est lui-même né à Amsterdam en 1632, il est le fils de Miguel de Spinoza, et on sait qu'il appartenait donc à cette communauté de juifs séfarades de cette ville. Il avait donc poursuivi des études talmudiques, etc. Mais puis, on sait qu'il a commencé à fréquenter des libres penseurs, des ex-jésuites, et il a aussi acquis donc, il a une bonne connaissance de latin à partir d'un certain moment. Il étudie la philosophie, il commence à lire et à comprendre très bien les écrits de Descartes, etc. Et puis, on sait qu'à l'âge de 24 ans, il a ce moment très grave dans sa vie, quand il est donc excommunié. Il y a le décret de Herem, et il est expulsé de sa communauté. Et puis, il va poursuivre sa carrière un peu ailleurs, dans des autres villes, à Rijnsburg par exemple.
Il va donc publier un certain nombre d'ouvrages très connus, parfois sous anonymat, comme le Tractatus Theologico-Politicus, qu'il publie en 1670, et il ne meurt pas à Amsterdam, mais à La Haye, en fait, à l'âge de 45 ans. On sait qu'il y a des petits aspects de la vie de Spinoza qui sont intéressants. Vous savez tous que, comme métier, il était polisseur de lentilles. Donc, parce que Amsterdam était la ville la plus importante au monde pour la fabrication des lunettes au XVIIe siècle. Et donc, pour ces lunettes, il fallait des lentilles et c'est devenu son métier. Et il y a des spéculations parmi les philosophes pour savoir s'il y avait un rapport entre sa philosophie et les questions d'optique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le fait que de temps à autre, pas beaucoup dans ses écrits, il a des remarques sur Amsterdam. Et par exemple, dans le Tractatus, il y a à un moment donné un passage dans lequel il parle d'Amsterdam en disant voilà, c'est la ville la plus libre du monde, c'est pour cela qu'il doit sa prospérité effectivement à cet effet de tolérance, cet effet de faire venir aux bras ouverts tout le monde, en parlant pas seulement de sa propre communauté, mais aussi d'autres. On sait qu'il a eu des débats, par exemple, assez intéressants avec un certain nombre de ses amis et collègues comme Alfred de Burgh sur la question de l'importance ou la crédibilité relative de différentes religions, comme le catholicisme et le protestantisme aussi. Mais il insiste beaucoup sur cet aspect-là de la liberté de la ville comme centre libre, la ville comme centre de tolérance, etc. Et donc on peut être assez séduit en lisant Spinoza avec cette idée d'Amsterdam, ville libre, de libre circulation. Et vous voyez que ça va, sans se vouloir, un peu dans le même sens de l'idée de Gelderblom, d'Amsterdam comme pôle attirant les gens d'un peu partout à cause justement de ces institutions qui promettent plus, qui sont capables de soutenir un capitalisme plus libre et ainsi de suite. Mais il faut peut-être regarder d'un peu plus près. Et là, je vous propose ça en passant par une autre optique, si j'ose dire, c'est-à-dire en pensant à cette famille qui est une des grandes familles d'Amsterdam au XVIIe siècle, les Trippen. Les Trippen, vous voyez ici, on a le Triple House. Alors, donc, là, ce bâtiment existe toujours. D'ailleurs, c'est le siège aujourd'hui de l'Académie royale des Pays-Bas, des Canavés. Et alors, donc, vous voyez que par rapport aux autres maisons même de la même rue, et ça c'est une belle ville bourgeoise d'Amsterdam au XVIIe siècle, c'est une maison qui est beaucoup plus grande que les autres. Alors, ils sont qui ces gens? Voilà un des membres. Ce sont donc, effectivement, c'est une dynastie qui est fondée par le père de ses deux frères, mais les deux frères les plus importants sont Louis Tripp et Hendrik Tripp. Là, le portrait, c'est de Hendrik Tripp. Et ils sont des gens qui sont liés déjà avec des marchands importants dans le commerce d'outre-mer. Leur oncle maternel, c'est Louis de Geer, qui était déjà marchand installé en Suède, qui faisait le commerce de fer, en fait, avec la Suède. Eux-mêmes, ils viennent d'un petit endroit qui s'appelle Zaltbommel, qui est dans la province de Geldre. Et ils sont donc tout d'abord des petits marchands, à l'époque de leur père, dans le commerce mosan, le commerce fluvial. Et petit à petit, ils vont donc commencer à rentrer dans le commerce de la ville qui est relativement importante, pas très loin de chez eux, qui est Dordrecht. Et puis, ils remontent finalement sur Amsterdam dans les années 1600-1620. Vous voyez donc, c'est un processus de montée du sud vers le nord en passant comme ça. Donc, en fait, il vient à peu près d'ici. Ils vont vers Dordrecht et finalement, ils vont monter à Amsterdam.
Alors, ce sont des gens donc des frères qui, par le biais de leur oncle, ont déjà des horizons relativement larges. Une des premières choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont investir dans la Compagnie des Indes occidentales. Ça, c'est déjà un signe assez intéressant, parce que si on investissait dans la Compagnie des Indes occidentales, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas rentrer normalement dans la Compagnie des Indes orientales, qui était considérée comme une meilleure affaire. Parce que la Compagnie des Indes occidentales était beaucoup plus faible et beaucoup moins sûre. Donc, à ce moment-là, elles sont toujours des gens un peu marginaux. Mais soudain, dans les années 1620, leurs affaires vont décoller. Et surtout en pensant au commerce avec les Russes, avec la Russie. Et pendant cette époque d'à peu près 4 ans, ils vont se mettre avec d'autres gens et ils vont tenter de monopoliser entièrement le commerce du port d'Arkhangelsk entre 1629 et 1633. Et à partir de ça, on les voit un peu partout dans le commerce baltique, surtout avec la Suède, mais ils sont surtout très très forts pour tout ce qui est le commerce d'armes. Et vous voyez, c'est le moment clé, parce qu'on est au tout début de la guerre de 30 ans, et qui est dans le commerce d'armes, vraiment peut faire une très bonne affaire avec. Donc ça explique la montée en puissance très rapide, le décollage de la famille Tripp. Il devient donc des spécialistes d'armes, il devient aussi des spécialistes du commerce de cuivre, qui est lié. Parce que pour fonder des canons, il faut du cuivre. Puis, il devient de plus en plus important. Au milieu du XVIIe siècle, ils sont capables d'acheter des actions très importantes dans la Compagnie des Indes orientales, cette fois-ci. Et puis, ils vont donc demander à un des grands architectes d'Amsterdam de construire cette maison, qui est considérée comme une des plus grandes maisons bourgeoises d'Amsterdam de l'époque. On peut décortiquer un peu leur fonctionnement parce qu'il y a énormément de papiers qu'ils ont délaissés, de la famille, mais aussi dans les archives à la fois à Amsterdam et dans d'autres villes. Voilà, par exemple, vers la fin de la vie de Louis Tripp en 1682, il vaut à peu près 850 000 florins, c'est sa fortune. Mais il y a à peu près 10%, et c'est tout, qui est dans la firme de la famille. Le restant, il y a donc 200 000 dans les terres et dans les immeubles, il y a 115 000 dans les actions de la Compagnie des Indes, et puis il y a ces rentes viagères et actions autrement. Donc vous voyez que c'est un capitaliste qui a un peu ses doigts partout. Et ça, c'est possible pour démontrer que finalement, l'oligarchie n'est pas entièrement fermée, mais il faut avoir pas mal de chance et être là dans le bon endroit au bon moment pour pouvoir rentrer. Et là, une fois qu'elle est rentrée, la famille devient donc une de ces familles qui rentrent dans les regenten et puis qui vont tout faire pour exclure les autres. Ça, c'est la façon normale qu'on fait quand on rentre dans une oligarchie, ce n'est pas pour ouvrir les portes aux autres. Alors donc, vous voyez qu'on peut dire, on peut voir ces villes-là comme des villes de liberté, mais ce sont aussi des villes qui sont caractérisées par ces marchands avec une forte, un esprit très fort d'oligarchie et de monopole. Ils aiment bien les monopoles, ces gens-là. Et ça, on voit dans le contexte baltique, mais on le voit aussi dans le contexte de l'Atlantique. Les mêmes Néerlandais, par exemple, ont participé dans le commerce des esclaves avec énormément de profit à l'époque. Et ensuite, ils ont aussi, on sait, utilisé beaucoup de violence pour essayer de monopoliser une partie du commerce de l'océan Indien. Donc, liberté dans la ville, oui et non. Alors, maintenant, je vais juste, assez rapidement, dans le temps qui me reste, passer à regarder un peu rapidement un cas et peut-être deux pour vous donner une idée de ce contraste entre ces villes du Nord. Donc, on avait vu assez rapidement le cas d'Anvers. On a, en quelque sorte, Amsterdam, qui est
on pourrait ainsi dire, parfois présenté comme Anvers qui a mangé des stéroïdes, mais en quelque sorte qui est aussi basé sur un autre modèle politique parce que c'est basé sur l'idée d'un État très faible et puis une ville forte dans un État faible. Alors, le troisième cas que je vais prendre, c'est le cas donc d'Hambourg. D'Hambourg qui, donc, plus ou moins là, qui fait partie donc de la Hanse. C'est une ville médiévale qui remonte, on ne sait pas trop exactement quand, au moins on dit d'une façon mythique que ça remonte jusqu'à l'époque de Charlemagne, mais on sait que déjà au XIIIe siècle, c'était une ville relativement importante, même si c'était assez secondaire par rapport à la ville qui a vraiment joué un rôle capital à l'époque, qui est la ville voisine de Lübeck. Donc, Hambourg était en quelque sorte le double de Lübeck, le petit frère. Mais puis, les choses vont changer et ce qu'on voit, c'est à partir du XVIe siècle, la montée en puissance d'Hambourg. Et c'est lié, bien sûr, avec une série de choses. C'est lié avec le fait qu'avec le déclin de la Hanse, les Hambourgeois ont joué fort dans leur rapport avec le Saint-Empire. Et ils ont donc transformé le statut qu'ils avaient de Freie Stadt en Reichsstadt, c'est-à-dire d'une ville qui pouvait traiter directement avec la cour et avec l'empereur sans passer par les Länder, sans passer par les autorités régionales. Mais on sait aussi qu'ils ont joué sur un autre plan, c'est-à-dire très vite, à la fin des années 1520, ils ont ouvertement affiché leur allégeance au luthéranisme. Donc, ils ont fait venir des disciples et des amis directs de Luther. C'est une transformation qui va arriver en 1528-29. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est une ville qui est considérée comme une ville luthérane. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, sur le caractère même de cette ville? Alors, bien sûr, c'est une ville, encore une fois, fortifiée, même si les fortifications ont eu quelques changements avec le temps. C'est aussi une ville fluviale, et en ça ressemble plus à Anvers qu'à Amsterdam. Vous voyez donc l'Elbe qui est là, mais il y avait aussi cette partie qui est détournée, cette structure assez caractéristique et assez particulière qu'est d'utiliser le lac de Alster pour créer cette espèce de petit lac artificiel à l'intérieur même de la ville, mais une ville fortifiée qui a en fait souffert très très peu de dégâts pendant la guerre de 30 ans. Ils ont su négocier et aussi se défendre à l'époque au XVIIe siècle. Donc, une ville qui semble être, si vous voulez, une version, un peu une variante de ces villes qu'on vient de voir, comme Anvers et Amsterdam. Mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'il faut vraiment soutenir cette comparaison ou est-ce qu'il y a des différences importantes entre ces villes? Bien sûr, il y a des différences importantes et je vais tâcher de vous démontrer ça très rapidement en utilisant juste un exemple qui est le cas des Juifs. Vous voyez que les Juifs sont arrivés à Amsterdam en force vers 1580 et on sait que la communauté séfarade à Amsterdam était très importante. Et c'est resté très important pendant tout le XVIIe siècle. Et si Spinoza a eu des ennuis, c'était plutôt avec les autres de sa communauté, ce n'était pas forcément comme s'il a été chassé par les non-juifs, en quelque sorte. Alors, mais le cas d'Hambourg est plus intéressant parce que Hambourg, donc, c'est quand même une structure à l'intérieur d'un empire. Donc, il n'y a pas un rapport entre État faible et ville forte. C'est un rapport beaucoup plus compliqué que ça. Les empereurs réservent le droit, et vont le faire de temps à autre, très souvent, d'intervenir et envoyer leurs armées pour régler les affaires à l'intérieur d'Hambourg. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était autour de la crise qu'il y a eu entre 1708 et 1712, quand en fait ils sont intervenus, ils ont changé la constitution de la ville. Puis il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez intéressant dans cette ville, c'est le fait que c'est une ville où le rapport de force entre le Sénat, ce qu'on appelle le Rat,
et le Bürgerschaft en général, c'est-à-dire l'assemblée des bürgers, il y a un rapport de force qui est tout à fait autre qu'à Amsterdam. C'est-à-dire les bourgeois sont plus forts et le rat est plus faible. C'est une ville donc qui est beaucoup moins oligarchique qu'Amsterdam. On peut bien sûr idéaliser ça, comme font certains bourgeois aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en gros, c'est une ville où cette espèce de reproduction des quelques familles qui dominent toujours et sans cesse, c'est pas présent. Mais est-ce que les effets de ce genre de structure, ce sont des effets fastes ou néfastes? C'est une question qu'on peut légitimement poser. Parce qu'il s'avère que Hambourg, c'est une ville qui est très compliquée et rongée par énormément de conflits tout le long du XVIIe siècle et même pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle. Donc, si vous voyez, il y a une espèce de ressemblance de famille. Mais ça ne va pas finalement très très loin. Vous voyez finalement ici le célèbre Binnenalster et le Außenalster, les deux parties de ce lac et la ville qui s'organise autour de ce lac intérieur construit autour de 1610. Alors, tout d'abord, on voit qu'il y a un aspect très curieux d'Hambourg qu'on ne voit pas à Amsterdam. Et ça se voit très clairement dans ce récit de voyage par Joseph Marshall, donc, dans lequel il dit j'ai quitté Hambourg le 21 août, et puis il est allé à une ville qui est en fait juste à côté, mais en fait, aujourd'hui, c'est un faubourg d'Hambourg, ça s'appelle Altona. Et il dit je suis allé à Altona. Cette dernière ville, rivale bien connue d'Hambourg, a été bâtie pour lui ravir son commerce. Elle devient bientôt florissante par l'effet de la liberté de conscience que le gouvernement danois, parce que c'est une ville danoise, donc Hambourg est une ville sous le Centième Empire et Altona est une ville sous la couronne danoise, y permis, et par la franchise de son port. Mais puis, il a quelques remarques plus ambiguës. Les édifices d'Altona ont plus d'apparence que ceux d'Hambourg, c'est bien. Ces rues sont larges, alignées et bien pavées. Les maisons de marchands sont placées au bord de l'eau et les vaisseaux viennent à leur porte décharger ou recevoir leur cargaison. Et donc, il continue comme ça, qu'il peut donc rivaliser Hambourg, mais par la suite, il va dire qu'il y a un gros problème avec Altona, c'est-à-dire que les gens d'Altona ne sont pas des gens bien. Il ne dit pas pourquoi, mais il dit qu'il y a beaucoup de gens, d'escrocs, des gens à des mœurs un peu douteuses, etc. Et finalement, il ne nous explique pas pourquoi. Mais finalement, on n'a pas besoin de connaître de très très près l'histoire d'Altona pour comprendre pourquoi il dit ça. Et c'est lié avec ce fait-là. C'est-à-dire, à la fin du XVIe siècle, plus ou moins à un moment quand les Juifs séfarades sont venus s'installer à Amsterdam, ils sont venus s'installer aussi à Hambourg. Et il y avait donc des Juifs assez importants qui participaient dans la vie intellectuelle d'Hambourg, des gens qui sont très très connus dans l'histoire, surtout par exemple de médecine. Il y avait ce médecin, tout d'abord nouveau chrétien, puis plus ou moins devenu juif ouvertement, qui s'appelait Rodrigo de Castro. Vous voyez, Rodrigo Castro Lusitani, qui a en fait écrit toute une série de livres qui ont été publiés à Hambourg, ici. Deux de ces livres sont présents ici, mais en fait, il était aussi quelqu'un qui était en quelque sorte un des plus importants gynécologues du XVIIe siècle, qui a écrit pas mal de choses sur les maladies des femmes spécifiquement, et sur les problèmes médicaux des femmes. Donc, lui, il jouissait d'une vie assez confortable au début du XVIIe siècle, mais quand on passe plus loin, les choses deviennent plus compliquées. Et en regardant l'historiographie, donc il y a par exemple ces deux livres, le livre de Mary Lindemann qui fait la comparaison entre les trois villes, Hambourg, Anvers et Amsterdam, et puis ce livre très important de Joachim Wely. On voit qu'au XVIIe siècle, en fait, finalement, la ville d'Hambourg n'est pas une ville très tolérante. Et c'est justement là le rôle d'Altona, parce que Altona est en quelque sorte le soupape. Quand il y a des tensions, et surtout des tensions avec la communauté juive d'Hambourg, les Juifs sont obligés de se réfugier à Altona. C'est comme ça que ça se fait. Et d'ailleurs, notre voyageur, quand il dit qu'ils ne sont pas des gens bien, il veut dire qu'ils sont des Juifs. Donc,
Ils sont qui ces gens? Bien sûr, il y a des séfarades, mais en fait, l'entrée de Hambourg au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, c'est que finalement, c'est le lieu de rencontre entre les communautés séfarades et les communautés ashkénazes, ou parfois on les appelle aussi à l'époque des Tudesco. C'est le mot qu'on utilise à l'époque, c'est-à-dire des Allemands. Alors, donc regardons le cas de cette famille, et je vais peut-être terminer un peu autour de ça. Par exemple, une famille qui est venue un peu après Rodrigo de Castro, c'est la famille de Teixeira ou de Teixeira de Sampaio, des juifs ou des nouveaux chrétiens, comme on dit portugais, qui sont venus à Hambourg en 1643. Le père, Diogo Teixeira, un homme qui était connu, surnommé de Reiche Jude, et qui était, entre autres, l'agent de cette dame assez extraordinaire du milieu du XVIIe siècle, qui est la reine Christina de Suède, qui s'est convertie au catholicisme et qui a eu une vie assez rocambolesque. Mais il est son agent officiel. Elle vient habiter chez lui à Hambourg. Puis, les choses, on va voir comment les choses se passent. Il meurt en 1666, mais dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les choses vont tourner un peu plus en vinaigre. Il y a de plus en plus de tensions entre le Bürgerschaft et ces riches juifs, parce qu'ils sont trop riches pour le goût des petits bourgeois d'Hambourg. Et finalement, on a énormément de pression, on a des émeutes. Le fils Manuel Teixeira, qui est, donc on a pas mal de remarques dans tous les textes venant d'Hambourg à cette époque-là sur son train de vie trop luxueux. Et cela que ça va donner finalement, c'est aussi mélangé avec des tensions à l'intérieur de la communauté juive, parce que lui et les gens autour de lui suivaient un peu le mouvement à l'époque de Sabta Sui, tandis que d'autres étaient un peu contre. Ça, c'est un mouvement millénariste qui a ses origines dans l'Empire ottoman. Mais finalement, on voit que dans les années 1670, il est obligé de quitter la ville, et la plupart de la communauté séfarade va quitter la ville avec lui pour aller dans les Pays-Bas à Amsterdam. Donc, du coup, ce qu'on a au XVIIIe siècle, c'est ça, c'est-à-dire c'est Altona, la ville danoise, qui devient le vrai centre, en quelque sorte, de la culture juive. Il y a là le cimetière juif le plus important de la région. Et en quelque sorte, donc, on voit que malgré le fait qu'on a en quelque sorte ce monde beaucoup moins hiérarchique, une oligarchie beaucoup moins présente qu'à Amsterdam, les effets sont assez mixtes au niveau de ce qu'on peut voir pour la liberté, finalement, des autres communautés. Donc, vous voyez un peu comment on peut développer le contraste entre ces villes. Et pour terminer, je vais juste vous donner un dernier exemple pour voir, en fait, finalement, comment ce modèle, en quelque sorte, de la ville marchande baltique va se promener pour arriver à sa fin, qui est un effet tout à fait étrange et presque un paradoxe très très poussé. Parce qu'en quelque sorte, si on arrive à Saint-Pétersbourg, c'est quoi Saint-Pétersbourg en fin de compte? En quelque sorte, c'est une tentative d'importer ce genre de ville et de le placer dans un autre type de situation. Vous voyez que Saint-Pétersbourg était le résultat, bien sûr, de toute une série de choses. C'était le résultat de la guerre que Pierre le Grand a eue avec les Suédois, ça c'est sûr et certain. Mais c'est aussi le résultat des voyages qu'il a menés, par exemple, aux Pays-Bas. Si vous connaissez un peu l'architecture de Saint-Pétersbourg, vous voyez jusqu'à quel point, en fait, on voit le visage d'Amsterdam dans Saint-Pétersbourg. Mais, en fin de compte, c'était une ville marchande qui était, au fur et à mesure, totalement transformée. Parce que pendant le vivant de Pierre le Grand, on avait commencé en construisant ça, c'est-à-dire la forteresse de Saint-Pierre-et-Paul. Mais puis, on a construit cette partie-là autour de Nevski Prospect.
Mais finalement, avec le passage du temps, quand on arrive au XVIIIe siècle, c'est une ville qui est une ville schizophrène. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a envie d'importer toutes les choses qu'on connaît d'ailleurs. On a des clubs, on a des loges de francs-maçons, on a des clubs pour lire les journaux et tout cela. Mais finalement, si on regarde la ville qui va se définir progressivement, c'est une ville qui est plus en plus une ville royale, avec des palais, avec une présence énorme des jardins qui sont construits selon les règles des jardins royaux qu'on trouve en France et ailleurs. Donc, en fait, on commence avec le modèle néerlandais pour finir avec le modèle français en quelque sorte. Donc, là, vous voyez que la ville commerciale, comme on l'a vu, c'était peut-être un modèle, mais on peut poser la question de savoir si c'était un modèle qui pouvait pousser ou si c'était quelque chose qui était finalement tellement fragile que c'était seulement dans les marécages des Pays-Bas que ça avait finalement un avenir. Merci.